Excellences, honorables, distingués invités, mesdames, messieurs, mon nom c'est Djouma Ndereye et je suis médecin. J'ai l'honneur de présider, de modérer ce panel. Permettez-moi, avant que mes panélistes ne puissent commencer leurs propos, que je puisse les introduire. Dr Lidwine Baradahana est ministre de la Santé publique de la lutte contre le sida. Ça, ce n'est pas nouveau, vous l'avez déjà appris. À côté de lui se tient un jeune investisseur qui est médecin burundais, Dr Jean-Pascal Abayo. Vous avez certainement déjà entendu parler des Tanganyika Hospital ou, par le passé, Tanganyika Care. Il est médecin qui a fait la chirurgie générale, mais c'est encore hyper spécialisé en chirurgie mini-invasive. Et il investit au Burundi. Avec lui, nous allons découvrir la perspective d'investissement dans le secteur santé au Burundi en tant que privé. Plus à côté de moi, nous avons Dr Jean Kamana. Dr Jean Kamana est actuellement à la cellule technique du financement basé sur les performances au ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida, qui est une entité qui gère les fonds qui sont destinés à la gratuité ciblée des soins pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. Il est ancien ministre de la Santé. Il a gravi presque tous les échelons du système de santé du Burundi. J'ai donc un panel idéal pour pouvoir discuter des questions en rapport avec la santé. Et je vais commencer par la première question à vous, Madame la Ministre. Notre vision prévoit la mise en place des infrastructures sanitaires modernes et connectées. Pouvez-vous succinctement nous faire l'état des lieux de l'avancement de votre ministère vers l'atteinte des objectifs de notre vision en matière de santé? Merci beaucoup, monsieur le modérateur, pour la parole. Il m'a demandé de dresser un état des lieux par rapport à tout ce que le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida est en train de faire pour atteindre la vision d'un Burundi émergent en 2040 et d'un Burundi développé en 2060. Vous comprenez que, vous savez que le secteur de la santé, c'est le cœur même du développement. Donc, le ministère de la Santé publique est sur un vaste chantier de réforme pour cheminer vers l'émergence que nous voulons. Et comme vous avez vu hier, il a été présenté que le développement de la santé est parmi les grands piliers de l'émergence vers 2040 en matière de mise en place de structures de pointe et des soins de qualité et des ressources humaines de qualité. Et pour le moment, en matière d'infrastructure, actuellement, je peux dire que le pays a une très bonne couverture en matière d'infrastructures sanitaires pour les soins de base. Plus de 90% de la population a accès aux soins à moins de 5 km. Mais si je peux dire, les infrastructures actuelles, les soins qui sont dispensés sont vraiment à un niveau basal et nous avons beaucoup de choses à faire pour les moderniser et aller vers l'émergence. Nous avons planifié de moderniser d'abord les infrastructures qui existent. Par exemple, jusqu'en
30-35, nous sommes donnés comme chantier de moderniser 42 hôpitaux de district en termes d'infrastructures et d'équipements, de moderniser 6 hôpitaux nationaux qui serviront aussi de terrain de stage pour les étudiants de la faculté de médecine. Et nous avons aussi planifié de moderniser le diagnostic biologique et surtout le contrôle de qualité des médicaments en mettant en place un laboratoire national de contrôle de qualité des médicaments. Et nous avons aussi en chantier l'ouverture pour la fabrication locale de médicaments, qui est encadrée par la régulation de l'Agence africaine du médicament, qui est un programme de l'Union africaine. Et je dois dire que les infrastructures, les bureaux sont déjà construits et opérationnels pour l'Union africaine, sont à Kigali, donc pour encadrer la fabrication africaine des médicaments. Donc nous sommes aussi sur ce chantier d'encadrer la fabrication locale du médicament. Et par rapport à la modernisation, à la télémédecine, je peux dire que le pays a fait beaucoup d'avancées. Depuis 2013, le ministère de la Santé publique modernise le système d'information sanitaire à travers la plateforme de DHS2 qui centralise et collecte et centralise les données à partir de la communauté jusqu'au niveau central. C'est une forme de digitalisation du système d'information sanitaire. Nous avons à côté la digitalisation de tout ce qui est intrants, gestion des intrants, donc le système de gestion logistique des intrants de santé, avec la mise en place d'une plateforme que nous avons commencé récemment, le IL-Maïs. Donc, nous sommes aussi sur un vaste chantier de digitalisation des services hospitaliers et interconnectés, et aussi interconnectés avec les services de finances publiques de l'OBER. C'est un chantier qui a commencé en 2016, mais qui est très développé actuellement avec les appuis multiformes que nous recevons dans le secteur. Nous avons aussi de la télémédecine qui est encore faible. Par rapport à l'accès aux soins, il y a beaucoup d'initiatives et de politiques de gratuité, de mutualisation et de prise en charge des fonctionnaires qui est en cours de développement. Nous sommes en train de réformer le développement des ressources humaines et les urgences sanitaires. Et cette table ronde, je peux dire que c'est une opportunité pour inviter les investisseurs à investir dans le domaine de la santé, surtout dans les infrastructures, dans les équipements, dans la télémédecine, dans les ressources humaines. Donc, c'est une occasion pour inviter les investisseurs. Nous avons la réglementation qui est un environnement favorable, qui est en place, et nous avons aussi tous les outils numériques qui vont faciliter le climat des affaires dans le domaine de la santé. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Est-ce que vous pourriez peut-être aussi, d'un ou deux défis majeurs, parce que le temps malheureusement est une contrainte, quels pourraient être un ou deux défis majeurs à l'atteinte de notre vision dans le domaine de la santé? Un défi majeur que nous avons, c'est en rapport avec la disponibilité et la qualité des ressources humaines pour la santé. Nous avons
en matière d'accès aux soins de qualité, encore une insuffisance parce qu'il nous manque beaucoup de spécialités dans le domaine de la médecine. Nous manquons beaucoup de spécialistes dans plusieurs domaines, dans le domaine de spécialités, la chirurgie, la cancérologie, et toutes les spécialités vraiment nécessaires que la population burundaise continue à aller chercher à l'étranger. Donc, ce défi, c'est un défi quand même pas facile à résoudre, mais nous sommes lancés sur le chantier avec la réforme de l'enseignement paramédical et médical, la réforme des facultés de médecine et la mise à disposition des hôpitaux, des stages de terrain pour les lauréats de la des facultés de médecine. Donc, c'est un chantier, c'est un défi dans lequel aussi les investisseurs pourraient investir parce qu'il y a beaucoup de volets qui intéresseraient les investisseurs. Je crois que c'est un défi majeur, ça suffit comme défi parce que les défis dans le domaine de la santé ne manquent pas, mais je pourrais dire aussi la couverture sanitaire universelle qui est encore un défi. Nous sommes à peu près à 50% de couverture médicale par la mutuelle de la fonction publique, la gratuité des soins, la carte d'assistance médicale, et nous voulons que toute la population soit couverte par une assurance médicale, et nous sommes sur ce chantier, mais c'est encore un défi. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et maintenant, nous allons passer à Dr Jean Kamana. Dans notre pays, le secteur privé est connu pour ses prestations de services de santé. Et quand on regarde l'annuaire statistique le plus récent, on a environ 45 à 48% des prestations au niveau primaire qui sont offertes par les privés, toutes tendances confondues. Ça veut dire les privés à but lucratif, les privés associatifs, mais aussi les privés confessionnels. Mais aussi, nous savons que le secteur privé dans notre pays, il est le pionnier surtout dans les innovations en matière de santé. Il apporte beaucoup et les ressources humaines les plus qualifiées, on les retrouve plus souvent disponibles dans le secteur privé. En tant qu'un acteur avisé du système de santé burundais, quels seraient vos conseils pour un privé qui souhaiterait investir dans le domaine de la santé au Burundi? Et deuxième question, que pourriez-vous demander au pouvoir public pour pouvoir faciliter les investisseurs qui souhaitent investir dans le domaine de la santé au Burundi? Docteur Jean Kamana. Merci, monsieur le modérateur. Bon, au pouvoir public, c'est hasardeux, Bon. Je pense que les interventions d'hier ont étayé beaucoup de créneaux que les privés peuvent exporter. Mais si je devais échanger avec les représentants du pouvoir public qui coordonnent le secteur de la santé, puisque vous avez dit que plus de 40% des gens œuvrent dans ce secteur, c'est qu'il est ouvert. Vous étiez avec moi lors des États généraux de 2004. Au cadre du CNUD, qui m'approche et me dit, monsieur le ministre, le système burundais est malade. Moi, je lui dis, nous ne sommes pas encore sortis de la guerre. Il me dit, les malades ne peuvent pas se faire soigner dans des centres de santé et des hôpitaux malades. Moi, je lui réponds, on va en sortir. Parce que les États généraux ont donné des recommandations et tous les partenaires ont appuyé le gouvernement pour avancer. C'est-à-dire que notre système souverain moderne, plus inclusif, il doit être à l'écoute, plus souple, plus innovant, plus résilient, accessible, équitable, ouvert à tous, sans laisser pour compte qui que ce soit, car il favorise le partenariat, comme vous l'avez dit, et ce dernier renforce la mobilisation des ressources
améliore l'efficacité et renforce les compétences locales. Et donc, en ce qui coordonne notre système de santé, les privés sont déjà là, il y a toujours des gaps, les autres sont attendus. Ils doivent faire attention à ce que l'équilibre entre la recherche et la rentabilité financière soit respecté avec la recherche de l'équité, de la qualité et les normes d'éthique. Au niveau du secteur de la santé, nous devrions songer à actualiser les plans provinciaux d'extension de la couverture en infrastructure et en équipement pour mieux orienter nos partenaires privés qui veulent venir. Nous devions aussi accélérer le processus de cheminement vers la couverture sanitaire universelle, assistance maladie universelle ou assistance maladie d'État. Ce qui coordonne le secteur de la santé devrait s'assurer que les normes sont bien suivies. Il devrait aussi s'assurer que chaque intervention est précédée par une étude d'impact environnemental et assurer le suivi des recommandations de cette étude. Nous le savons tous, les tarifs des actes médicaux et des prestations sont très loin de la réalité. On devrait donc songer à les actualiser pour être près des coûts de ces actes et ces prestations pour que les partenaires qui veulent venir s'installer ne trouvent pas de prétexte pour dire non, on n'arrive pas à recouvrer nos financements. Je pense que sur ça, ceux qui ont intervenu hier, ils ont beaucoup insisté sur le créneau où ils peuvent investir. Je ne suis pas revenu sur le cadre réglementaire parce qu'on en a parlé. C'est la réduction des impôts, la réduction des taxes, tout ce que vous voulez, on en a parlé hier. Maintenant, pour les investisseurs, c'est normal. En premier lieu, ils doivent approcher ceux qui connaissent le secteur de la santé pour identifier ensemble les priorités nationales. Ils sont déjà connus. Notre ministre a déjà souligné. Comme vous voyez, les spécialités sont en souffrance. Les spécialités surtout. Même s'il y en a, ils sont surtout en vie. Aller chercher les services d'ophtalmologie, les services de stomatologie, les services d'oreille, les services de diagnostic, imagerie, rémanence magnétique, tout ce que vous voulez scanner. Mais on a un gap énorme au niveau du pays. Et c'est pourquoi nous avons des patients qui vont se faire soigner à l'extérieur. Est-ce que ce ne serait pas une opportunité que les partenaires privés qui sont présents ici puissent nous aider à diminuer ce flux de patients qui vont à l'extérieur en améliorant le paquet technique de nos structures sanitaires. Hier, j'ai vu le ministre des Finances a parlé d'un centre de cancérologie. Mais nous avons besoin de beaucoup de centres spécialisés pour soigner nos malades et éviter les transferts intempestifs à l'extérieur. Il y a même des autotransferts. Bon. Nous avons des spécialistes qui restent à l'étranger. Est-ce que ces privés en s'installent? Puisque nous savons qu'ils embauchent des cadres qui ont bien étudié, avec des salaires motivants. Est-ce que nos spécialistes ne peuvent pas rentrer? Il suffit de créer un cadre pour que les privés puissent s'installer. Bon, ils peuvent investir aussi dans la formation et faire un partenariat avec l'Institut national de santé publique, nos facultés de médecine, qu'ils soient privées ou de l'État, pour qu'on ait plus de spécialisation possible.
pour qu'on ne puisse pas aller tout le temps se présenter à l'extérieur. Mais nous avons besoin que les gens aillent à l'extérieur pour poser des connaissances. Mais il faut qu'ils rentrent. Il faut qu'ils rentrent. Alors, les partenaires privés aussi doivent approcher les ONG internationales, ainsi que les partenaires multilatéraux, parce que ça offre des opportunités de financement. Les ONG internationales ont des rôles très importants et des réseaux. Ils peuvent faire un partenariat avec le gouvernement pour avancer ensemble. Ils peuvent aussi investir dans la technologie, comme notre ministre l'a dit, dans des technologies innovantes et les intégrer dans les services. La télémédecine, la téléconsultation. Vous pouvez être dans une salle d'opération et être guidé par un professeur qui est à l'extérieur. Donc, il y a tout autant d'opportunités où ils peuvent nous appuyer. Ici, j'ai parlé en tant que technicien. J'ai parlé en tant que technicien. Alors, ils peuvent aussi proposer des services accessibles, abordables financièrement, mais de concert avec ce que donne la santé et évidemment les usagers. Ils doivent aussi adhérer à ce modèle de financement multiforme, les assurances. Les assurances, les mutuelles, les coopératives, etc. Et enfin, il faut qu'ils soient ouverts à la communication avec le régulateur, celui qui élabore des lois et des règlements pour qu'ils puissent avoir confiance à eux. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et nous allons, dans son intervention, il a mis en exergue des possibilités où le secteur privé peut contribuer pour améliorer l'offre des services de santé à la population burundaise. Et nous avons un cas très récent. Tanganyika Hospital n'est pas très vieux dans notre pays. Il est jeune d'environ 3 ans, si je ne me trompe. Et nous avons un investisseur burundais qui est médecin et qui a pris le risque d'investir dans son pays, dans le secteur privé. Docteur Abayo, est-ce que vous pourriez nous dire quel est votre secret? Quelles ont été les incitations qui vous ont poussé à investir dans le secteur privé de la santé au Burundi? Est-ce que vous avez rencontré des défis? Si oui, lesquels? Et comment avez-vous fait pour les surmonter? Je vous remercie. Je suis tout heureux de pouvoir parler devant une assemblée pareille pour parler de Tanganyika Hospital ce jour. Comme vous l'avez dit, Tanganyika Hospital a commencé à ouvrir ses portes en 2021 et ça fait exactement 3 ans. Et en 3 ans d'activité, on est très très satisfait de l'accomplissement parce qu'aujourd'hui, nous sommes devenus un hôpital de référence. Aujourd'hui, nous avons multiplié par 3 notre capacité d'accueil. On a commencé par 50 lits et on en est à 150 lits aujourd'hui. On a commencé avec 80 employés et aujourd'hui on en est à presque 400 et la pression est toujours là, la demande est là et ça ne finit pas de croître. Et donc, quelle a été la motivation profonde d'investir dans le domaine de la santé? C'est d'abord mon ambition et mon envie personnelle de dire tiens, j'ai envie de réaliser un projet de santé dans mon pays natal, c'est-à-dire développer le Burundi, mettre en place des soins de santé modernes. L'autre chose qui m'avait touché aussi davantage, c'est que je voyais de plus en plus de malades aller se faire soigner à l'étranger. Et jusqu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on a déjà mis en place, notamment en chirurgie mini-invasive, en arthroplastie, en chirurgie de la colonne, en neurochirurgie, aujourd'hui, je peux vous assurer qu'on a déjà... je ne vais pas dire divisé par 2 ou par combien, mais on a déjà réduit sensiblement le nombre de patients qui doivent aller se faire soigner à l'étranger. Parce que pour moi, quand un patient part à l'étranger se faire soigner, on le coupe de son lien familial. Et un patient psychologiquement fragile guérit très difficilement. Et par ailleurs,
aller à l'étranger, ce sont des dépenses énormes. Nous, notre objectif, c'est développer les soins de santé au Burundi pour plutôt inverser la tendance. C'est-à-dire quoi? Il faut faire en sorte que ce soit plutôt les autres qui viennent se faire soigner au Burundi. Et aujourd'hui, le pari est en train d'être progressivement gagné parce que plus de 40% de notre patientèle est aujourd'hui étrangère. Nous recrutons jusqu'à Kinshasa, les gens Kinshasa, Kisangani, déjà prennent l'avion pour venir se faire soigner à Tanganyika Hospital. On y est arrivé comment? Je vais vous donner quelques secrets, sinon si je donne tout, je n'ai plus rien à faire. Mais bon, voilà, notre premier secret, c'est un travail de tous les jours. Il ne faut pas relâcher, il faut travailler tout le temps. Deuxième secret, c'est travailler avec le gouvernement. Nous, si on y est arrivé aujourd'hui, c'est parce qu'on a eu notre travail, mais surtout on a eu les facilités de l'État, mais aussi on a eu les facilités de nos partenaires nationaux, locaux et internationaux. Aujourd'hui, on a un stade où on a signé des accords, notamment avec quelques universités. Il y a notamment l'Université catholique de Louvain, qui maintenant envoie des formateurs et des étudiants se faire former à Tanganyika Hospital. Tous les trimestres, il y a des étudiants qui viennent et qui restent 3 mois. Et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, ils sont très contents, c'est de bons retours sur le Burundi. Non seulement ils aiment le cadre d'enseignement qu'ils reçoivent, et surtout ils aiment vraiment le Burundi et les Burundais en général. Et donc, le premier message que je pourrais donner aux investisseurs qui vont nous rejoindre bientôt pour investir avec nous au Burundi, c'est que le gouvernement est là, il vous aide, comme il nous a aidés, et de deux, la jeunesse burundaise est là, et surtout, elle est résiliente. Elle a pu travailler avec nous sur le projet, avec au début un salaire qui n'est pas important, mais qui a qui a pu croître progressivement. Donc, on a vraiment une jeunesse qui est là, qui est motivée pour travailler. On a un gouvernement qui nous a aidés. Et je vous remercie. J'en profite, comme il y a des officiers ici, on va les applaudir. Et donc, voilà. Donc, aujourd'hui, on ne va pas s'arrêter là dans notre projet parce que tout n'est pas encore fait. On a aujourd'hui un manque dans certaines technologies. Il nous manque notamment la médecine nucléaire. Il faut qu'on avance. On ne va pas rester au scanner et à la radiographie. Il faut pousser plus loin. Il nous manque la médecine nucléaire. On est en train d'installer à Tanganyika Hospital la résonance magnétique, l'IRM. Donc, ça, ce sera déjà un problème de moins. Nous serons les premiers, en tout cas dans le privé, à Bujumbura. Il nous manque aussi la chirurgie cardiaque. Il nous manque le cathétérisme cardiaque. Ça, le cathétérisme cardiaque, pour vous donner un exemple, quand vous avez un infarctus, la souffrance cardiaque, c'est une urgence vitale. Que vous soyez milliardaire ou je ne sais pas qui, mon cher ami, vous n'avez pas le temps. Soit il y a quelqu'un qui peut vous stabiliser sur place, et même parfois, même s'il y a un vol qui peut être programmé, il y a des conditions dans lesquelles on ne peut pas vous transporter vers l'étranger. Je l'ai dit à Bruxelles récemment, et je le répète ici, je vous implore, à vous tous, investisseurs, preneurs de décision, on a des initiatives. C'est une urgence parce que mourir parce qu'il n'y a pas de la technologie qui n'est pas si compliquée que ça et qui n'est pas si... L'argent, oh là, moi, quand les gens disent que le Burundi est pauvre, on n'est pas pauvre, je pense qu'il faut arrêter cette histoire. Tanganyika Hospital, on n'est pas plus riche que certaines personnes, mais les choses, on arrive à les réaliser progressivement. Donc, on doit d'abord bannir le terme pauvreté. On n'est pas pauvre. Maintenant, on doit s'organiser plus, investir plus dans la santé, soutenir ceux qui ont de bonnes idées et qui veulent mettre les choses en place. Et comme ça, on peut y parvenir beaucoup plus rapidement. Sinon, nous, à Tanganyika, on a ce projet de le faire dans le plus bref délai. Il faut absolument un cathétérisme cardiaque pour sauver des vies. Et c'est triste de voir des gens mourir comme ça.
Et ça, je le dis en passant. Il nous manque également de la radiothérapie pour pouvoir soigner le cancer proprement. Aujourd'hui, on arrive à faire de la chimiothérapie avec nos 3 oncologues. On arrive à avoir les produits de chimiothérapie, mais il nous manque encore la radiothérapie et il doit d'abord encore aller à l'étranger. Et ça fait encore mal parce que on se sent, c'est comme si on n'était pas assez compétent pour le faire, mais il nous manque encore cette installation pour compléter ce traitement et en fait être fier d'avoir guéri un patient totalement. Donc il y a tout un tas de choses qu'il faut faire et on est en train de le faire. Maintenant, on a quelques défis. Le défi le plus important, son Excellence l'a déjà signalé, c'est que le personnel qualifié, ça reste un défi très important. À l'heure d'aujourd'hui, on a essayé de canaliser le maximum, on continue à le canaliser, et heureusement que l'État est en train d'envoyer beaucoup d'étudiants faire des études à l'étranger dans de bonnes universités. C'est que l'on n'a pas, aujourd'hui, on essaie de les recruter de l'étranger, il coûte cher, mais ça nous permet tout au moins d'avoir accès aux soins en peu cher, et aussi il forme en même temps notre personnel déjà disponible. L'autre défi qui a déjà aussi été soulevé, c'est le pouvoir d'achat des Burundais qui ne permet pas de se payer les soins du privé. Mais bon, heureusement qu'il y a cette politique de couverture universelle qui va bientôt arriver, mais aussi il faut compter sur les partenaires nationaux et internationaux aussi pour pouvoir déjà payer les soins pour les gens qui sont en nécessité. À l'hôpital, par exemple, on a beaucoup de patients qui sont presque, je ne vais pas dire en prison, mais qui n'arrivent pas à payer les soins. Donc on les regarde, après 2-3 mois, on finit par les libérer, mais ce n'est pas comme ça que l'hôpital privé peut avancer aussi. Mais bon, maintenant, cette table ronde, elle va servir aussi à ça, parce qu'avec les nouveaux investisseurs, la créativité de l'emploi va augmenter et tout cela va permettre au pouvoir d'achat des Burundais d'augmenter. Et alors, vous serez appelé, et vous ne pouvez pas tout dire ici dans un panel où vous avez 5 minutes. Encore une fois, applaudissez pour mon excellent panel. Merci.